Audio Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon réveil. Merci de nous faire confiance pour ouvrir vos yeux et aborder cette semaine avec beaucoup de promesses. Je suis Marcelin Gauvoyer, c'est écrit. Voilà, ça veut dire que je dis la vérité, toute la vérité. Et je vous dis toute la vérité, cette émission ira jusqu'à 7h30 avec à la réalisation Soro, Félicité, Siné Diawa et toute l'équipe magnifique en haut. Et juste à mes côtés, juste à côté de moi, j'ai la chance d'avoir Mademoiselle Nessindri, bonjour. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va super Ça a été bien. le week-end? Oui. Okay. Vous également, ça se voit. Les photos que j'ai vues sont vraies? Les photos que j'ai vues de vous le week-end? Oui. Ok. Oui. Avec des... Enfin bref. Bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur, nous sommes ravis de vous savoir avec nous. Aujourd'hui, lundi, comme tous les lundis, vous aurez droit à la rubrique économie et le sujet qui sera traité est en rapport avec l'alphabétisation. Gabriel Zani également est là avec son invité pour la rubrique Choc, Instant Vérité. Serge Zakouri, quant à lui, viendra nous parler de l'actualité sportive, sans oublier vos différents reportages et les autres rubriques. D'ailleurs, on va vous permettre de bouger un tout petit peu, c'est lundi. Il y a certains d'entre vous qui ne sont pas suffisamment réveillés et c'est sûr qu'avec le carnaval de Rio, vous serez réveillés. Tenho o prazer de anunciar que nesta noite Ah, c'est quelque chose de magnifique, hein, le carnaval de Rio. Dommage, hein, enfin dommage entre guillemets, parce que pendant le carnaval, nous sommes en pleine saison de Matin Bonheur. Sinon, franchement, j'ai promis à Soro Félicité donc, de lui offrir ça comme un cadeau de mariage. Voilà, le jour elle m'annonce, voilà, je l'envoie au carnaval de Rio. Avec Mais Messi attention, aussi, hein. il y a un endroit qu'on appelle carnaval de Rio, c'est du côté d'Adjamé. C'est un bon petit maquis voilà, où on peut s'amuser. En tout cas, c'est une très très belle ambiance. Hein. Non, honnêtement, c'est un moment magnifique. Hein. Ça, tout le monde aimerait une fois dans sa vie au moins participer au carnaval de Rio. En tout cas, et surtout, il faut avoir beaucoup d'énergie. Parlons d'énergie, ça tombe bien. Vous savez, l'articulation, les déclinaisons de cette émission passent inévitablement, indubitablement, par la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. On est le début de la semaine, moi c'est Coach Kadi et vous avez Junior et Marc qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Alors on va commencer aujourd'hui, on va travailler nos jambes, donc ça va être beaucoup de renforcement au niveau des jambes. On va rentrer quelques exercices pour le haut du corps, mais on va cibler principalement les jambes. Donc on va commencer par un petit échauffement, on va commencer par monter les genoux dans la poitrine. On pense à bien respirer. Les échauffements sont toujours très importants pour éviter de vous blesser, n'est-ce pas? On vient de se réveiller, on veut éviter de se blesser. Parfait, jambes tendues devant nous. Encore 2 autres de chaque côté, une dernière. Excellent, on va garder les jambes larges. On va emmener les orteils vers l'extérieur. On va garder les bras en haut. On va essayer de descendre le plus bas qu'on peut. Tout doucement. Et on remonte. Encore une autre fois. On descend, on inspire. Et on remonte. Encore 2 autres comme ça. On inspire.
expire, on remonte. Et une petite dernière, on inspire. Et expire, on remonte. Excellent, on court sur place. Parfait. Premier exercice, fente arrière, jambes croisées et un lancement de jambes sur le côté. Donc, on va commencer les jambes écartées à la largeur des hanches. On va emmener la jambe en arrière légèrement en diagonale. On va descendre. On revient et on lève la jambe sur le côté. Donc, jambe droite vers l'arrière, on descend. On revient, jambe gauche, on lève. Encore. On inspire. Expire, on lève. Une autre, on inspire. Et expire, on lève. Parfait. On change de côté. Jambe gauche, croise derrière. Expire, on lève. Encore. On descend. Expire, on lève. Deux autres comme ça. On inspire. On souffle. Et une dernière. Et on souffle. Parfait. Alors, prochaine position fente avant. On a une jambe en arrière. Je vais me mettre de profil. On a une jambe en arrière, l'autre en avant. On va garder les bras au niveau des épaules. On va fléchir, emmener le genou arrière. On remonte, on emmène les bras au-dessus de la tête. Encore. On inspire, on descend. Expire, on pousse. Encore une fois. Inspire, on descend. Expire, on pousse. On en fait deux autres. Inspire. Expire, on pousse. Une dernière. On inspire. Expire, on pousse. Et on change de jambe. Alors, cette fois, les bras partent d'en bas. On inspire en descendant. Et en expirant, on lève les bras. Et on repart. On inspire. Expire, on lève. On inspire. Super important de jamais laisser le genou dépasser les orteils. Toujours le genou en arrière des orteils. Deux autres. On expire. Une dernière. On expire. Excellent. Petit dernier, on va aller travailler l'intérieur des jambes. Donc, on va emmener la jambe sur le côté en gardant les orteils bien droits. On pousse les fesses vers l'arrière et on descend. On revient. On reste du même côté. Encore. Jambes et on descend. Vous devez sentir tirer à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois. Jambes et on descend. Une petite dernière. Jambes et on descend. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. On expire en revenant. On pense à pousser le bassin vers l'arrière. Toujours les fesses vers l'arrière et on revient. Encore. On essaye de garder les talons au sol. On revient. Et une dernière. Et on revient. Excellent. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez senti vos muscles des jambes travailler. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Oui, on se revoit dès demain. Merci, coach Kadi. On espère que vous avez bien exécuté tous les mouvements proposés par elle. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous aurez d'autres bobos, notamment des bobos au niveau du dos. Donc, vous devez bien exécuter tous les exercices qui vous sont proposés. Nous allons tout de suite aller suivre le premier reportage de cette émission. Il s'agit d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur malgré tout ce qu'on en dit. Ce phénomène-là continue de prendre de l'ampleur. Il s'agit de la justice du peuple par le peuple. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Suivons ces reportages et on revient pour la suite. Ces vidéos amateurs, nous les avons recueillies sur les réseaux sociaux. Nous avons expressément figé certaines et flouté d'autres pour ne pas choquer la sensibilité des téléspectateurs. Elles montrent des présumés délinquants pris à partie par des foules, battus à mort ou soumis à de pires humiliations. Des pratiques courantes connues sous le nom de justice du peuple ou encore de vindicte populaire. La vindicte populaire, selon le petit Larousse, désigner quelqu'un à la vindicte, c'est le signaler comme coupable et le livrer au châtiment. Donc la victime va à un moment donné se retrouver face à une foule qui numériquement donc, la dépasse et qui va donc être ses agresseurs. Autrement dit, c'est la vengeance, une exécution sommaire sans jugement. Exécution sommaire sans jugement.
Dans bien de quartiers populaires d'Abidjan, on connaît bien cette pratique. Un voleur, il vole une fois, deux fois, tes choses te perdent. Tu mets tes choses à la main, tu sors, on défonce ta porte, on va prendre tes matériaux que tu as achetés cher. Donc je pense que c'est ce qui pousse les gens à se faire juste eux-mêmes. Pour moi, quand je trouve que attraper un volet puis le porter main sur le champ, c'est pas bon. Mais la situation, des fois, ça oblige de le porter main. Tu l'envoies comme ça pour le corriger, mais 2 jours après, tu le vois au dehors. Je ne sais pas quel arrangement qu'ils font là-bas. Donc quand on attrape, chacun lui tape un peu. Le taper un peu, ce langage voilé qui cache en réalité un véritable malaise au sein de nos sociétés. La rupture de confiance entre les institutions et les populations, et peut-être même la mauvaise compréhension du sens de l'État. Chaque fois qu'un individu est par exemple brûlé, c'est l'État qui brûle. Il faut que l'éducation civique reprenne ses droits, il faut que les gens connaissent leurs devoirs et leurs obligations. Il faut effectivement que le citoyen se rende à l'évidence qu'il n'a pas à se faire justice pour telle ou telle autre chose. Aucune personne n'a le droit de se faire justice. Mais quand les populations sentent qu'ils ne sont plus en sécurité et que l'État est défaillant en matière de sécurité publique, pour combler ces vides-là, les gens vont eux-mêmes donc se faire justice. Donc c'est lié donc au fonctionnement donc de l'institution même. Humilier, infliger la peine capitale, la vindicte populaire est pratiquement un fait banal. Devant cette violation récurrente des droits de l'homme, que dit la loi? La vindicte populaire, ce n'est pas une infraction. Mais les conséquences de la vindicte populaire entraînent des infractions qui peuvent être le lynchage, qui peuvent être le pillage, qui peuvent être la destruction des biens, qui peuvent être des blessures, ainsi de suite. Et ce sont ces conséquences-là qui sont réprimées par la loi pénale. Dans le vocabulaire du code pénal, le mot vindicte populaire n'y figure pas. Mais heureusement, les coupables ne sont pas à l'abri d'une sanction pénale. En plus de la sanction, l'État choisit aussi la prévention. La Commission nationale des droits de l'homme se dit préoccupée par le phénomène. Qu'est-ce que nous faisons, n'est-ce pas, pour ne pas que ces faits se produisent? Nous procédons à des campagnes d'éducation, des campagnes de sensibilisation de masse, au travers des focus group, au travers de nos commissions régionales qui sont installées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et quand un cas de vindicte populaire lui est signalé? Lorsque la Commission nationale des droits de l'homme est saisie, elle procède à ce qu'on appelle une investigation non judiciaire. Nous essayons de comprendre comment les faits se sont produits et nous assistons les victimes ou les parents des victimes, n'est-ce pas, si elles souhaitent porter plainte. Sanctionner les coupables de lynchage, sensibiliser et éduquer, assister les parents ou les victimes, autant d'actions menées. Mais tous les jours, des cas de justice populaire sont signalés. Combien de personnes meurent ou sont humiliées tous les jours sous la colère des badauds, soupçonnés ou dénoncés? Bien malin qui pourra y répondre, parce que malgré tout, le peuple continue de rendre sa justice tous les jours et par n'importe quel moyen. 6h11 partout en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants seulement, nous allons parler sport avec notre chroniqueur maison, surtout au niveau des matinales. Serge Dakouri est avec nous, il est déjà installé sur ce plateau. Mais avant, qui n'a pas un peu faim? Petite fringale pour ce matin. Avec le petit-déj, c'est maintenant, c'est parti. Nessie, on va commencer avec le premier plat. Oulala. Un plat? Oulala. On peut dire ça comme ça. Pain condiment. Pain condiment. Pain condiment, on voit des œufs à l'intérieur. Avec un jus. Des viandes aussi. De la viande. Avec un jus. Un jus de fruits. Oulala. Ça peut être délicieux. Le papier blanc aussi, bon, c'est là pour protéger, pour protéger le pain. Mais qu'on abandonne vite quand on progresse dans la morsure du pain. Ça, c'est le premier. Le petit-déj idéal pour les élèves. Oui, ça nous vient de Cocody, les 2 plateaux. Alors, deuxième photo. C'est la cuisine? Oui, Akmessi. Vous avez pile poil trouvé avec les yeux donc très expressifs de notre chroniqueur du jour, qui là se retrouve quelque part sur sa terrasse à Gagnoa lors d'une visite familiale. Il salive là, il salive.
Ça vous manque, hein? Ça vous manque, Serge? C'est bien, frère. C'est bien présenté. C'est bien présenté, ça donne envie. Alors, aquessi avec jus de fruits. Ça, c'était le jus de fruits, mais bon, on était jus de fruits par l'aquessi qu'on n'a pas montré le jus de fruits à côté. Ah bon? Dernier, attiqué. Attiqué, c'est ça, non? De l'attiqué. Ouh là là! Attiqué œuf. Miam, miam. Tout le monde est passé par là. Hein. Lorsque le frigo n'est pas assez plein, il y a des œufs, il y a un peu d'attiqué. C'est facile à trouver sur le marché. Et donc, la combinaison est vite faite. Même quand, même quand le réfrigérateur est garni, ah oui, ça c'est vrai. On a envie de se faire plaisir. Ça rappelle les années estudiantines, les années d'internat, tout ça. C'est délicieux. Les omelettes avec de la teke, le plat idéal. Ça, c'est le plat préféré de notre ami Maximilien, donc, qui est ici, qui est avec nous. Et qui se fait toujours des petits shows comme ça à la maison, seul, quoi, quand il ne travaille pas pour récupérer. Merci d'être avec nous. J'espère que vous récupérez également, mesdames et messieurs, par rapport à ce week-end, avec beaucoup d'activités, notamment au niveau sportif. Et justement, il est là. Avec lui, nous allons respectivement parler de Coupe UFOA Dames, des débuts de la 14e journée de football en Ligue 1 ivoirienne, et puis le basketball, le championnat. Et puis on va parler, hélas, de ce manque de salles qui fait que des matchs de volley du championnat national de volleyball sont reportés. Instant sèche d'Akouri, ou du moins Instant Sport, c'est parti. Rebonjour Serge. Bonjour Nessie, bonjour Marco. Le week-end a été mouvementé. Oui, apparemment, oui, avec 4 chapitres au moins à développer normalement la Coupe UFOA Dames, Union des fédérations ouest-africaines, et la Côte d'Ivoire est le pays hôte de cette compétition. 8 nations africaines sont présentes à Abidjan, dans la poule A et dans la poule B, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. Et de l'autre côté, du Sénégal, le Mali, le Togo et le Nigeria. Et donc, pour cette compétition, eh bien, ça démarre bien pour les femmes. Là où les hommes ne nous ont pas donné satisfaction, eh bien, les éléphants dames, coachés par Touré Clémentine, eh bien, ont fait 3 matchs. 2 victoires et 1 match nul. Le premier match d'entrée, les éléphants ont battu le Ghana. C'est une victoire historique parce que habituellement, la Côte d'Ivoire ne battait pas le Ghana en féminin. 1-0. Au deuxième match, la Côte d'Ivoire a été accrochée par le Burkina Faso, 1 but partout. Et hier, pour le dernier match, les éléphants ont pulvérisé le Niger 7-0. Wow. Alors, donc, apparemment, déjà sur ces 3 matchs, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour la suite de la compétition. Mais de l'autre côté, il y a une excellente équipe aussi du Nigeria qui a battu le Sénégal 3-0, qui a battu le Mali 1-0. Et donc, la suite de la compétition, c'est pour aujourd'hui avec d'autres matchs. En tout cas, ça se passe très bien pour notre pays. Et les éléphants dames ont en ligne 2 victoires et 1 match nul, sont déjà à les 2 pieds pour la qualification pour la suite de la compétition. Comment vous trouvez l'organisation de la compétition? Écoutez, c'est parti timidement au niveau de l'organisation. Eh bien, il y a 2 stades qui ont été donc, pris pour cette compétition. Le stade Robert Champoux de Marcory et le Parc des Sports. Il y a beaucoup de femmes qui viennent regarder puisque c'est une compétition de dames. Les arbitres sont féminines. Les commissaires au match, tout est féminin. Et c'est une compétition organisée par l'UFOA, mais sponsorisée par la FIFA, qui veut que dans la zone B, et qu'on commence à privilégier maintenant le sport des dames. Et donc, on voit beaucoup de dames dans les tribunes. Et la Côte d'Ivoire a battu le rappel de 4 professionnels, 3 au Maroc et 1 en Norvège. Il y a une qui s'appelle Inès Adebayor, il y a la capitaine Djouré, la gardienne s'appelle Tiamale. En tout cas, elles font plaisir à voir. Elles sont coachées aussi par une dame qui s'appelle Touré Clémentine. Et donc, pour l'instant, allez au stade Robert Champoux ou au Parc des Sports pour voir des nations africaines en train de rivaliser d'ardeur dans cette compétition UFOA. En tout cas, pour cette fois-ci, les éléphants font plaisir. Allez les éléphants. Allez les éléphants. Allez les éléphants. J'ai suivi un tout petit peu le match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Oui. Les femmes burkinabées sont présentes. Hein? Elles sont présentes, oui. Il y a une équipe, il y a une attaquante qui s'appelle Salimata Simpore qui porte le niveau 9. Il y a une Savadogo Balkissa qui n'est pas mal. Mais celle qui a le plus impressionné, c'est une joueuse nigériane qui s'appelle Adjibade Rachid. Lors de la victoire des Super Falcons du Nigeria contre l'équipe du Sénégal, elle a marqué 3 buts. Hat-trick réalisé par Adjibade Rachid, qui est pour le moment la meilleure buteuse, comme on le dit, de ce tournoi, pour avoir réalisé le hat-trick. En tout cas, c'est beau à voir. Il y a beaucoup de buts.
Et donc, allez, car votre pays hôte, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, fait plaisir à voir. Juste pour déconner un peu, à la fin du match, on fait les échanges de maillots? Non, je plaisante. Alors, dans les vestiaires. Oui, dans les vestiaires. Oui, dans les vestiaires. Alors, les débuts de la 14e journée en football Ligue 1, là, on revient avec les hommes. Oui, effectivement, tous les 3 matchs de Ligue 1 se sont passés à l'intérieur, les débuts de la 14e journée. Eh bien, à Bengourou, l'Asie d'Abengourou recevait le Sporting Club de Gagnois. Eh bien, dans cette confrontation, aucun but n'a été marqué, malgré des tentatives de part et d'autre, surtout de l'Asie qui recevait au pied de l'Indénié, 0-0. La deuxième confrontation, c'était à San Pedro, entre le Seoui Sport qui recevait l'USC Bassam, le promu. Eh bien, coup de tonnerre, le promu, à l'extérieur, a gagné 1-0. Donc, le Seoui est tombé sur ses installations, battu par une excellente équipe de Bassam, 1-0. Et le troisième match, c'était aussi à Boaké. Mais là, Boaké s'est fait respecter sur ses installations grâce à un but de Bagaté Salif à la 11e minute. Eh bien, l'équipe de Boaké a pris le meilleur sur le stade d'Abidjan. Voilà un peu pour ces 3 confrontations. La suite, ce sera pour cette semaine. Basketball à présent. Eh bien, au basketball, on peut vous donner des résultats. 3 résultats. L'ABC s'est fait respecter en gagnant l'équipe de Azaz 104-59. Vous voyez l'écart. Ça montre une fois de plus que l'équipe de l'ABC en hommes, l'Abidjan Basket Club, est complètement au-dessus de l'ASA. En deuxième confrontation, eh bien, si l'Africa en football est bien connu, mais en basket, l'équipe bat de l'aile. L'Africa a été battue par une jeune équipe de InvestTP. C'est une équipe de collégiens. Eh bien, cette équipe a battu, oui, c'est une équipe qui regorge, le propriétaire de l'équipe est propriétaire de collège qui s'appelle InvestTP, sur l'autoroute, sur le boulevard en allant vers le carrefour Solibra. Eh bien, c'est là que se trouve cette école, cette équipe. Eh bien, InvestTP a battu l'Africa 51-47. Wow. Et le troisième match, c'est Azur qui a battu MBBC par 83-44. Donc, quand on voit le basket ivoirien, remarquez, aussi bien en masculin qu'en féminin, 2 équipes sont au-dessus du lot. Abidjan Basket Club ou le CSAT, le club sportif d'Abidjan-Treichville, dirigé par le président Koulibaly Mahamat. Si ce n'est pas l'ABC, c'est le CSAT, au niveau de l'hégémonie dans le basketball ivoirien. Voilà pour cette journée de basketball en ce qui concerne ce chapitre. Alors, on va donc poursuivre avec le manque de salles. Comment est-ce possible, Serge Dacoury? Il n'y a pas de salle pour pratiquer le volley en fait, par rapport aux événements actuels, le parc des sports qui est recueilli pour tout, et donc le stade Champrou, eh bien, donc ça fait qu'il n'y a pas de disponibilité. Mais la journée de volleyball initialement prévue a été remise ultérieurement. Je pense que d'ici la semaine prochaine, eh bien, cette journée va avoir lieu d'ici là que les compétitions finissent. N'oublions pas de rappeler que toutes les installations ont été remises à niveau pour les besoins de les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, quand vous allez au Champrou ou vous allez au Parc des Sports, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Les installations sont remises à neuf. C'est plus glamour, c'est plus sexy. L'État a fait beaucoup d'efforts pour remettre les installations à neuf. Et d'ici là, n'oublions pas que 2021, la Côte d'Ivoire doit accueillir la grande messe du football africain, la CAN. Et donc, il y aura des stades qui vont pousser à Korogo, à San Pedro. N'oublions pas que celui des BMP sur la route d'Anyama, grâce à le partenaire chinois, est en train de le monter. Et donc, vive les installations sportives, la Côte d'Ivoire va montrer un très beau visage et accueillir les 24 équipes pour 2021. En attendant, il y a le Cameroun qui accueille la compétition en 2019. C'est pas évident pour le Cameroun en ce moment. Oui, quelques petits problèmes dus à des problèmes politiques internes, surtout le nord du Cameroun, la partie anglophone. Mais d'ici là, pour l'instant, la CAF s'est dit satisfaite quand elle a fait la visite d'inspection au Cameroun. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est dans 3 ans. Et d'ici là, je vous parie que vous aurez des installations flambant neuves quand vous allez aller à Korogo ou à San Pedro ou à Yamoussoukro. On attend de voir d'abord avant de non, mais parce déjà, habitué l'ébauche, quand on voit... on est fort dans les ébauches. Hein. Oui, mais au jeu de la francophonie, vous avez vu qu'on s'est pris un peu tard, mais vous avez vu que... vaut avancer avec humilité et puis à la fin surprendre tout le monde. On va finir par parler de la Ligue des Champions. Nous sommes coutumiers du fait de beaucoup pavoiser et à la fin, après, donc voilà, maintenant, on a l'expérience. Ça, c'est au niveau des performances sportives. Mais quand on parle de réhabilitation des infrastructures, croyez-moi qu'à ce niveau, véritablement... Il y a des goudrons qui sont faits 2 mois après, c'est gâté. Hein. Donc, il faut attendre d'abord que ce soit bien fait, après on en parle. Mais déjà, on en reparlera en 2020. Inch'Allah. Oui, bon, 2020. Mais déjà, le stade Félix Houphouët-Boigny. Allez au stade Houphouët-Boigny, regardez que le stade est bien été rénové pour les besoins de la francophonie. Comme ça, oui, mais regardez le stade, la pelouse, les tribunes. Le niveau de la pelouse est uniforme. Oui, mais écoutez. Les balles coulissantes, là, on peut les avoir. Écoutez, on fait confiance. Hein. Écoutez, allez voir le stade Houphouët-Boigny, il n'est pas si loin d'ici. Et vous verrez, même à la devanture du stade, regardez la couleur, le orange que vous voyez
Quand vous n'êtes même pas à l'intérieur, vous voyez qu'il y a eu un effort qui a été fait, un effort conséquent pour réhabiliter les infrastructures. Quand vous partez à l'INJS, vous avez vu les infrastructures qui ont abrité les délégations pour les Jeux de la francophonie. C'est quand même un effort considérable. Donc je veux dire que d'ici là, les infrastructures sont remises à neuf et pour le bonheur des pratiquants. On croise les doigts. Donc on finit avec la Ligue des Champions. C'est demain. À partir de demain, reprise de la Ligue des Champions qui a démarré la semaine dernière, où malheureusement Paris a chuté à Madrid. Eh bien demain, ceux qui aiment Lionel Messi, eh bien ils se déplacent à Stamford Bridge. Il y aura un certain Chelsea-Barcelone. Ce sera demain à Stamford Bridge, sans oublier. Donc ça, c'est demain. Demain. Ce qui s'est passé mercredi passé, on va revenir là-dessus. Ah. Le Paris Saint-Germain qui est passé à côté de quelque chose. En 5 minutes, Paris tenait son pari. Celui de pouvoir réaliser un match nul à Santiago Bernabéu. L'habituelle fébrilité. En 5 minutes, à la 85e minute, eh bien, Paris tenait son pari de pouvoir garder ce match nul. Malheureusement, dans ce qu'on appelle le money time, ils ont fait preuve d'un mental assez faible. Ils ont pris 2 buts en 5 minutes. On dira coaching gagnant pour Zinedine Zidane qui a fait sortir Casemiro et qui a fait rentrer Asensio. Et celui-ci, c'est lui qui amène les 2 balles décisives qui crucifient Paris. Alors, les Parisiens accusent l'arbitrage, mais je pense qu'ils ne sont pas fair-play. Il faut comprendre que le mental, le vécu, l'expérience sont des qualités qu'il faut quand on joue un match de haut niveau. La responsabilité d'Emery, selon vous? Écoutez, mauvais coaching pour moi, parce que faire sortir Edison Cavani, ça permettait au bloc équipe de remonter, car Neymar a joué individualiste. À aucun moment, Neymar a donné des ballons à Mbappé ou Cavani. Effectivement. Et donc, le football est collectif. Quand vous jouez seul et que vous ne donnez pas des balles de but à vos partenaires... Non seulement le football est collectif, mais le football est implacable. Quand vous avez une occasion, il faut la marquer. C'est comme dans la vie tout court, il faut en profiter. On parle de temps forts et de temps faibles. Quand vous avez des temps forts, il faut les matérialiser au tableau d'affichage. Sinon, ça ne sert à rien de dominer sans marquer de but. D'accord. Merci, C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. On a encore quelques minutes. Pourquoi vous êtes pressé, Nessie? Désolé, Marco. Serge va penser que je suis en train de le chasser. On va parler, désolé. On va parler donc du rallye Bandama. Oui, le rallye Bandama de Côte d'Ivoire, c'est un grand événement. Et bien, il faut félicitations à Alain Ambrosino qui a fait déplacer pour cela le grand Stéphane Peterencel. Peterencel, c'est l'un des meilleurs pilotes de rallye qui a gagné au monde, qui a gagné plus de 6 fois le Paris-Dakar. Il est là à Abidjan pour le lancement, pour le rallye Bandama qui démarre le week-end prochain. Et la super spéciale va se passer au pied de la basilique à Yamoussoukro. Vous le recevez à Radio Côte d'Ivoire? On va faire tout, mais ça va être difficile parce que quand même Peterencel est là. Ce serait un crime de ne pas recevoir une telle personnalité sportive. À la télé d'abord, j'espère. À Lundi Sport. Il sera à Lundi Sport? Oui, Lundi Sport, je pense. Voilà, parce qu'il est arrivé vendredi dernier. En tout cas, on annonce de grosses pointures pour ce rallye. Eh bien, le rallye Côte d'Ivoire Bandama a pour invité Stéphane Peterencel, plus de 10 fois qui a été vainqueur du rallye Paris-Dakar. Donc, ça veut dire que cette année, le niveau semble... On parle de Stéphane Peterencel, de Carlos Sainz, des noms bien connus dans l'automobile mondiale. Ça veut dire que de gros efforts... Il ne reste plus que Loeb. De gros efforts. Sébastien Loeb, le français. Non, pour l'instant, il n'est pas... Sébastien Ogier. Oui, Sébastien Ogier, mais vous êtes bien introduit, bien imprégné des réalités automobiles. C'est un amateur. C'est un amateur. En tout cas, le rallye Bandama, c'est pour ce week-end. Avec donc de gros invités cette année. Un beau parcours, un beau tracé, avec une sécurité assurée. En tout cas, c'est une carte de visite touristique pour permettre de voir la Côte d'Ivoire de fond en comble, surtout Yamoussoukro, Abou-Kwame-Kro, le parc animalier et tout. Et donc, ça permettra d'aborder... On pense qu'il y a quelques années, le rallye Côte d'Ivoire-Bandama était inscrit au championnat d'Afrique. Si, au championnat d'Afrique. À une époque, c'était au championnat du monde. Oui, mais il est pour l'instant au championnat d'Afrique. On pourrait y revenir. On pourrait y revenir, mais il fait de gros efforts, Alain Ambrosino. Il faut saluer le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, Alain Ambrosino, qui a été plusieurs fois champion. Il a été automobile, il a été d'abord pilote. Il a été plusieurs fois champion. Et il a pris le relais maintenant, quitté le costume de pilote pour être le président de la Fédé. Il fait beaucoup d'efforts et c'est là, il faut le noter et le signaler. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Passez-nous les clés d'Alain Ambrosino, puisqu'il va très très vite. Nous allons aller également très vite avec Hamza Diaby, qui est de retour après des vacances du côté de la Floride. Il est là pour nous donner maintenant toutes les articulations de l'information. MTN, everywhere you go.
Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, une bonne présence nuageuse sur le littoral et le sud forestier donnera, ça et là, de faibles pluies en début de matinée. Par la suite, le temps y sera généralement nuageux. Dans la bande centrale, après un ciel nuageux, le ciel s'éclaircira progressivement. Dans le nord, les vents secs seront repoussés par les vents humides. Les températures prévues au lever de ce jour, 26 degrés à Abidjan, à Diaké, Bandoukou et Bouaké, 25 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 23 degrés pour Mans et Odiéné, 25 à San Pedro, 26 pour Sassandra, 23 pour Tabou et 26 à Yamoussoukro. Cet après-midi, les remontées de mousson persisteront dans le nord, faisant ainsi disparaître les effets de l'harmattan sur l'ensemble du pays. Le soleil aussi sera très actif sur l'ensemble du pays. La combinaison chaleur-humidité fera naître des cellules nuageuses relativement denses qui donneront localement de la pluie dans le sud forestier et sur le littoral avec de faibles possibilités d'orage. On y va pour les températures de notre après-midi. 33 pour Abidjan, 34 degrés à Diaké, 37 pour Bandoukou, Bouaké et Daloa, 38 degrés à Dimbokro, 36 pour le Go, 37 à Korogo, Mans et Odiéné, 32 degrés pour la ville de San Pedro, 33 à Sassandra et à Tabou et 37 pour Yamoussoukro. Merci Madame, Messieurs de nous avoir suivis. Bon lundi à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les experts de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, et ceux de la Direction des marchés publics, DMP, ont décidé de renforcer pour l'année 2018, après l'adoption du budget, les compétences des responsables de passation des marchés publics de tous les ministères pour une exécution efficace des marchés publics au cours de cette année. Ils se sont retrouvés dans la capitale politique, Yamoussoukro, pour réfléchir sur les procédures de passation des marchés publics. Alvorassa. Dans la passation des marchés, nous sommes inscrits dans des délais et il faudrait que on puisse envoyer tous les éléments à la direction des marchés publics. Ils ont quitté pendant 2 jours leurs différents bureaux pour se retrouver à Yamoussoukro pour échanger et renforcer leurs compétences dans leur domaine d'activité, la passation des marchés publics. Parmi ces responsables de passation de marchés publics des différents ministères, certains sont nouveaux, d'autres ont des années d'expérience. Mais pour les responsables de la NRNP et de la DMP, avec l'évolution des textes dans ce secteur sensible où il est question de deniers publics, il faut éviter les erreurs, d'où la formation. Nous pensons que nous avons beau avoir les meilleurs textes, on a beau avoir les moyens financiers, on a beau avoir un beau cadre institutionnel et réglementaire, c'est d'abord les ressources humaines. C'est d'abord les hommes, les acteurs qui animent la commande publique qui font qu'elle est efficace. Et c'est pour cela que l'ARMP fait d'une tradition cette formation des principaux acteurs, des acteurs clés dès l'adoption et la notification du budget. La commande publique, selon les experts de la NRNP et de la DMP, doit par ailleurs être planifiée pour éviter que l'exercice soit périlleux au cours de l'année. Les responsables des cellules de passation des marchés publics, eux, ont apprécié ces moments de partage où les débats ont parfois été houleux. Parce que pour eux, à côté de la primauté du droit qui régit leur secteur d'activité, il faut la réactivité pour bien dérouler et surtout éviter toute forme de pression. Au terme de leur formation, tous ces animateurs de la commande publique ont promis, en plus de la planification de leur méthode de travail, lutter efficacement contre la corruption et autres formes de malversation dans la passation des marchés publics.
Dans le marché hebdomadaire de Djebonois, c'est entre Boaké et Tiébissou. Des jeunes de la localité et des commerçants venus de Boaké se sont affrontés à coups de pierre. 4 blessés et des dégâts matériels. Le calme est revenu dans la ville. Les populations vaquent désormais à leurs occupations. Les autorités, elles, appellent à la paix et à la cohabitation pacifique. Kwadio Kwame, RTI Boaké. À Djebonois, la tenue du marché Kwadio Konan s'est achevée dans la bagarre ce samedi 17 février 2018 à 1 heure seulement de la tombée de la nuit. L'origine du malentendu. Un de nos jeunes frères, poussant une bourrette, a cogné un jeune. Et suite à l'accident, le jeune il a fait l'arrêt de la bourrette pour demander pourquoi est-ce que le jeune frère l'a cogné. Maintenant, le propriétaire du bagage, lui-même, il est revenu et demandé pourquoi est-ce qu'on a stationné son bagage. Maintenant, lorsque le jeune frère a eu à dire, Aka a dit non, il vient de me cogner, raison pour laquelle j'ai stabilisé le bagage. Le propriétaire s'est emporté directement sur sa victime. Et là, lui aussi, il a riposté. Après riposte, un des autres frères a pris ce qu'on prend pour enlever les pneus et il a assommé le jeune frère. Dans sa fuite, maintenant, il a crié à l'aide au secours et l'autre commerçant encore est venu répliquer sur la deuxième personne qui est venue au secours du blessé. Les blessés admis dans les formations sanitaires ont été libérés. Le premier magistrat de la commune de Djebonois appelle ses administrés au calme et à la retenue. Un jour après les échauffourées, la population vaque à ses occupations. La population de Gagoré dans le département de Lakota, elles se sont retrouvées récemment autour d'un thème précis, cohésion et union pour le développement. Le parrain de cette cérémonie, le ministre Alain Ndovayi, a lancé un appel à la consolidation des liens de fraternité qui lient les différentes communautés de cette localité. Le compte-rendu de Michel Digré. Unissons-nous pour le développement de nos communes. Unissons-nous pour le développement de nos villages. À quelques mois des élections locales, la sous-préfecture de Gagoré, dans le département de Lakota, a plus que besoin de stabilité sociale. C'est le message véhiculé par les cadres de cette localité. À la tribune de ces retrouvailles entre les filles et les fils de Gagoré, ils ont insisté sur la nécessité de consolider la cohésion, gage de tout développement. C'était nécessaire qu'aujourd'hui, au moment où le développement de la Côte d'Ivoire est lancé, que les peuples dans leur diversité se réunissent autour de l'idéal de paix et de développement. Un foyer polyvalent est inauguré à la faveur de cette rencontre. Nous allons faire en sorte que ce soit vraiment un modèle, non seulement de gestion, mais aussi que ça serve à la cohésion et au regroupement de toutes les communautés ici à Gagoré. Ce centre sera le cadre pour rapprocher les différentes communautés de cette localité. Il a été financé à hauteur de 26 millions de francs CFA par le PNUD. Reportage signé Michel Digré. La communauté Sénoufo de la région du Lodjibois joue un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale et surtout du maintien de la paix dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Suite au décès de l'ancien chef de cette communauté, 3 nouveaux chefs ont été désignés. Ces chefs issus des différentes régions qui composent le district des Savanes ont été installés par le chef de canton de Korogo et le ministre Issa Koulibaly, représentant le Premier ministre. Mamadou Kouassi y était pour RTI. La paix a toujours été maintenue dans la région du Lodjibois, malgré les nombreuses crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Cette situation est le résultat des actions communes entamées par les différentes communautés pour préserver la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, cette cohésion qui règne depuis des décennies se renforce avec l'intronisation de 3 chefs de communauté Sénoufo. Avec cette installation, ce sont les Sénoufo des 3 régions du district des Savanes, à savoir le Kologo, l'Abagoué et le Koro, qui ont désormais des porte-voix à Divo et sur l'ensemble de la région du Lodjibois. Si le mur est cassé un peu, ça qu'il y a de ceux qui rentrent dedans, mais je ne sais pas quand il est venu. Voilà, il faut qu'on va souder. Si on a soudé, vraiment notre problème sera résolu. Cette intronisation s'est faite dans la pure tradition Sénoufo, par le chef de canton de Korogo, aidé par le ministre Issa Koulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, patron de l'événement. Tous ont invité les chefs de communauté à tout mettre en œuvre pour maintenir le climat de paix dans la région du Lodjibois. Le bon chef doit être calmement écouter, protéger sans discrimination,
restaurer un climat de paix et de cohésion préalable à tout développement. Vous devez fuir la politique politicienne. Mais il reste bien entendu que la sagesse qui vous caractérise vous permet de distinguer et de reconnaître mieux que les autres les politiques capables d'assurer le bonheur de vos populations. Le maire de la ville de Divo, le ministre Amédée Kofi Kwaku, a salué les actions des différentes communautés résidant dans la région du Lodjibois avant de les inviter à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, tout en préservant la cohésion sociale. En dehors donc de Sénoufo, il y avait donc tous les peuples alliés. Cela démontre que le peuple d'Ida, si accueillant, qui a accueilli ses frères Sénoufo, mais des autres communautés, ce peuple a été là pour leur apporter leur caution, pour dire que ce qui est important aux yeux du peuple ivoirien, comme nous le demande le chef de l'État, c'est vraiment la paix, que ces chefs-là puissent travailler dans la vision, donc toujours rechercher la paix pour que la vision du chef de l'État, qui est d'amener la Côte d'Ivoire donc au développement, puisse se réaliser. L'installation de ces trois chefs de communauté Sénoufo a permis aux fils et aux filles de ces trois régions du district des Savanes, venus en grand nombre, de démontrer aux autres peuples de la région du Lodjibois la richesse du terroir Sénoufo. Vous y avez peut-être goûté une fois, ou maintenant, ou alors pendant votre enfance. D'aucuns l'appellent yaourt à baguette, d'autres disent glace ivoirienne, mais elle est plus connue sous le nom de yaourt grotto. Consommé depuis de longues années, cet aliment suscite toujours de l'engouement. Nous vous amenons à la découverte ou à la redécouverte de cet aliment à base de lait made in Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Davis Oyo, commenté pour vous par Franck Quadio. L'activité est minutieuse, la bonne attitude pour mieux préparer le yaourt à baguette, communément appelé yaourt grotto. Olive s'y met les après-midi. La jeune fille utilise des ingrédients bien choisis entre le lait et le sucre en poudre, de l'eau chaude. Elle mélange le tout avec délicatesse. Après la fermentation, le lait est reversé dans les boîtes et l'ensemble placé dans le réfrigérateur. 1 heure plus tard environ, le yaourt peut être consommé. Dans la famille d'Olive, cette recette se transmet de génération en génération. Le yaourt même, je l'ai appris par le biais de ma maman. Voilà, elle-même, elle le faisait avant. Et au moment où elle le faisait, je regardais en même temps. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de le faire, pour l'amour même de la chose. J'ai vraiment, véritablement aimé le yaourt, surtout le yaourt grotto. Au temps de ma tante, c'est elle qui m'a appris le yaourt. Pendant qu'elle faisait, elle me disait toujours de prêter attention à ce qu'elle faisait et de ne pas laisser perdre un seul souvenir de ce yaourt. C'est le même secret que j'ai transmis à ma fille. Et elle continue d'en faire. Et elle aussi, à son tour, un jour aussi, elle va le transmettre aussi à ses enfants. Depuis 10 ans, cette jeune commerçante a pris le relais et sa passion lui permet de se prendre en charge. Par jour, je peux vendre 8 000 quand c'est pas trop truc et au maximum 15 000. Maintenant, quand c'est en gros, quand les gens viennent prendre, ils peuvent me retrouver avec 30 000, avec 40 000, ça dépend. À peine la préparation du yaourt terminée, déjà des clients. Chaque jour avant d'aller à l'école, je viens prendre mon yaourt parce que j'apprécie vraiment beaucoup ce yaourt. J'ai commencé par moi-même ma propre consommation et les visiteurs qui venaient. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à commander pour les cérémonies. Parce qu'on a trouvé ça bon. Et tous ceux à qui j'offrais ces yaourts trouvaient ça encore bon aussi. Voilà pourquoi j'ai commencé à commander pour les différentes cérémonies, faire des dons aux gens. Béatrice est l'une de ses meilleures clientes et ce depuis quelques années. Cet après-midi, elle est venue passer sa commande. Après sa commande, Béatrice, glacière sur la tête, se dirige au petit marché d'Ananiré, dans la commune de Yopougon. Cette seule chanson à la bouche. Yaourt grotto! Yaourt grotto! Vendeuses et clients s'arrachent le yaourt grotto comme de petits pains. Nous consommons parce que depuis l'école primaire, le yaourt grotto est conseillé. Le yaourt grotto est tellement bien fait que je préfère le yaourt grotto que les autres laits. Depuis que je bois yaourt, je n'ai jamais eu mot de vente. En tout cas, la maman, là, son yaourt est bon, son yaourt est bien fait. En tout cas, moi, je préfère yaourt grotto. Chaque jour, je prends pour 20 000, 15 000. Actuellement, j'ai pris pour 20 000. Il y a tout vendu dans le marché. Actuellement, dans le glacé, il n'y a rien dedans. Après Yopougon, direction Cocody. Ici également, le yaourt grotto, appelé encore la glace à l'ivoirienne, règne en maître.
Les tout-petits, les jeunes, les personnes âgées, peu importe le statut social, tout le monde en raffole. Quand on prend ça, ça nous donne de l'énergie. Avant, quand on était petit, on avait l'habitude de laper ça. Ma maman faisait ça avant aussi. Un yaourt qui est très bien fait, mais il faut aussi l'hygiène aussi dans ce truc-là. Et à chaque fois que je viens au salon de coiffure, franchement, je ne manque pas. Là, c'est mon deuxième. Et je crois qu'avant de partir, je vais prendre 2 autres encore. De Yopougon à Cocody et dans bien d'autres communes de la ville d'Abidjan, les années passent, mais la magie du yaourt Grotto continue d'opérer. Et bon appétit à tous les amateurs de yaourt Grotto. Nous allons terminer le journal par l'actualité internationale. C'est donc en bref. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai sera enterré le 20 février prochain dans sa ville natale de Bouera. L'ancienne figure historique de l'opposition est décédée le 14 février dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, des suites d'un cancer du côlon. Alors que ses funérailles n'ont pas encore eu lieu, sa famille et son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, se déchire déjà pour sa succession. Et puis pour terminer, un homme a tué hier dimanche 18 février 5 femmes lors d'une fusillade. C'était à la sortie d'une église orthodoxe à Kizlyar au Daghestan, république musulmane instable du Caucase russe. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même place. Vous avez réussi les vacances, hein? Je suis content. Ah ouais? Oui, vous êtes bien reposé. Hein? Oui, c'est vrai. En nous regardant nous lever tôt. C'est ça la solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Hamza Diaby. C'est un plaisir de vous retrouver. On vous retrouvera demain. Demain. Ouais. Allez, vous êtes toujours dans Matin Bonheur qui se poursuit. Donc, dans la dernière partie, vous le savez, nous allons recevoir Maman Ouattara. Elle est directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Elle sera accompagnée de Jacqueline Doué, une ex-apprenante avec elle. On parlera de l'alphabétisation comme vecteur d'autonomisation. Mais avant, instant vérité. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Alors, face à la télévision, la radio, à l'Internet, la presse écrite ivoirienne ne fait plus recette. Que faire? Comment donc payer les journalistes dans ces conditions? Dos au mur, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire se dote d'un portail numérique. Mieux, les éditeurs de presse ont aussi décidé de distribuer désormais leurs journaux dans tout le pays. Sont-ils armés pour faire face à ce grand défi de la distribution? Comment vont-ils s'y prendre, mesdames et messieurs, pour lutter contre la mévente des journaux? Nous aurons toutes les réponses avec notre invité qui n'est autre que le président du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi directeur général du groupe de presse Le Nouveau Réveil et VIP Magazine, c'est cela? Tout à fait. Alors, bonjour monsieur Patrice Yao. Bonjour. Vous êtes depuis novembre 2017 le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Les éditeurs de presse se mettent ensemble. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi faire? Ben, écoute, vous faites beaucoup de choses. Pour faire beaucoup de choses, la première chose, c'est que, écoutez, nous nous sommes rendus compte que notre secteur est un secteur que tout le monde considère comme un secteur sinistré. Et donc, pour nous, il était bon quand même que nous puissions nous asseoir, regarder au sein donc, de notre secteur pour voir un peu comment est-ce que les problèmes qui minent notre secteur, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à ce secteur-là. Et donc, nous avons donc décidé, nous, en tant que patron des presses de Côte d'Ivoire, nous avons mutualisé donc nos forces pour essayer donc de venir à bout de difficultés qui minent donc le milieu donc de la presse en Côte d'Ivoire. Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant qu'éditeur de presse? Ben écoutez, je pense que ce n'est plus un secret pour personne. La chute des journaux, la vente des journaux, elle est telle que, écoutez, ce phénomène interpelle plus d'un dans les éditeurs eux-mêmes. Et donc, nous avons décidé, en tout cas en ce qui nous concerne, de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles les journaux, depuis 2012-2013, il y a une pique au niveau donc, de la vente des journaux. Alors donc, nous avons décidé donc, de prendre le taureau par les cornes, non pas continuer à se poser des questions, mais comment est-ce qu'il faut venir à bout de ce phénomène-là. Alors, nous avons pris un certain nombre de décisions. Je pense qu'on va y arriver. Alors donc, quels sont, selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette mévente, enfin, pas contribué, qui ont provoqué cette descente, voilà, de la vente des
journaux? Écoutez, je pense que la première raison, on parle du contenu, l'offre éditoriale donc des différents journaux. Écoutez, c'est une des raisons évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, le numérique, qui est le digital, qui est aujourd'hui un outil qui a modifié les comportements ou les habitudes d'achat des individus, est un élément donc qui joue contre nous. Parce que, écoutez, dans le numérique, vous avez à la fois, le numérique regroupe à la fois la télévision, la radio et la presse. Et donc, je vais la presse écrite. Si vous ne faites pas attention, ben, écoutez, le numérique va tuer nos journaux. Et donc, l'une des raisons de la mévente donc, de nos journaux, ce sont, un, les contenus, qu'on appelle l'offre éditoriale, et puis deux, oui, écoutez, le digital. Alors, est-ce que c'est seulement dû à la concurrence des médias, comme vous avez dit, la télévision, la radio, l'Internet, le digital, ou encore le contenu? Il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Ben, écoutez, il y a la distribution. Nous pouvons faire un journal, support papier, avec un bon contenu, mettons à la disposition d'un opérateur qui est connu sur la place, mais si l'opérateur qui est chargé donc de faire la distribution ne fait pas le travail pour lequel remplit pas son cahier des charges, ben, il est évident que, ben, écoutez, notre situation ne va pas s'améliorer. D'accord. Juste un petit point sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le lectorat vraiment participe à cette baisse. Alors, je veux savoir comment les journalistes sont formés. Est-ce que c'est parce que les contenus ne sont pas bons ou bien tout simplement parce que les Ivoiriens pensent qu'ils ne veulent plus lire les journaux? Non, je pense qu'il y a une étude qui a été menée. Les Ivoiriens lisent. La preuve, vous avez la titrologie. Et je pense que c'est un élément qui nous permet de comprendre, écoutez, qu'il y a un besoin de lecture. Mais en même temps qu'il y a un besoin de lecture, vous n'ignorez pas qu'au niveau donc, de la presse support papier, il y a aussi la fraude. Vous avez par exemple, au niveau de notre secteur, des vendeurs de journaux, nous faisons l'édition, nous mettons les journaux à la disposition d'un opérateur qui a en tout cas un réseau. Mais écoutez, il y a la fraude au niveau donc, de notre secteur qui parfois vous trouverez un vendeur de journaux qui peut peut-être prendre 3, 4, 5 journaux qui louent à certains individus, à des modiques, à un franc symbolique. Et puis, ben, écoutez, après lecture, ils ramènent ces journaux, mais ça revient en invendu. Mais c'est une pète sèche pour les éditeurs de presse. Alors, pour nous compenser tout ceci, nous pensons que l'une des raisons, c'est le digital. Et l'une autre raison, c'est le contenu. Nous avons donc décidé, nous, en tant qu'éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, décidé de mettre en place ce qu'on appelle le portail des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, qui est www.pressecote-d'ivoire.ci. Et je pense que sur la base de cela, nous allons essayer de corriger à notre niveau. Oui, je vous écoute. Voilà. Nous allons donc essayer de corriger ou réduire un peu la tendance baissière parce que, évidemment, vous avez aujourd'hui une actualité que vous diffusez à 7h, 8h du matin, que les journaux doivent reprendre certainement le lendemain parce que nous sommes des quotidiens, deviennent totalement donc pour vous, un quotidien hebdomadaire. Donc vous comprenez que ce n'est pas aisé pour nous. Non. Il va falloir donc se mettre donc, au digital. Donc vous mettez au digital, donc vous opérez une mutation. C'est ça. Pour vous, c'est faire une mutation ou disparaître. C'est cela. Alors, mais est-ce la solution? Est-ce là la solution quand on sait que l'accès à Internet reste encore difficile pour bon nombre d'Ivoiriens? Non, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Je pense que c'est une des solutions pour nous, les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, parce que vous comprenez aujourd'hui qu'avant, ben, écoutez, pour acheter un journal, vous partez de chez vous, vous allez dans un kiosque pour prendre un journal ou des journaux. Aujourd'hui, vous êtes chez vous à la maison, vous tapez sur votre smartphone ou bien alors sur votre tablette, ben écoutez, vous avez tous les journaux. Donc je pense que c'est une des solutions. C'est une des solutions. C'est une des solutions. Qu'est-ce que ce portail-là va apporter de nouveau? Ben écoutez, le portail va apporter beaucoup. Beaucoup parce que simplement, précédemment, nous avons certainement nos supports que nous mettons à la disposition d'un opérateur qui vendait donc ces supports au niveau donc de la diaspora et puis au niveau ici qui faisait des abonnements. Ben, écoutez, le retour pour les éditeurs de presse, il n'y avait aucun profit, aucun avantage. On n'avait rien du tout, on ne gagnait rien du tout par rapport à cela. Aujourd'hui, avec le portail des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui est www.pressecote-d'ivoire.ci,
c'est un projet extrêmement structurant pour les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. C'est un portail pour les éditeurs. Et donc, tout ce que nous allons faire va nous permettre, en tout cas, d'avoir aussi bien, je vais dire, va nous permettre, en tout cas, d'avoir des ressources additionnelles pour nos entreprises de presse et en même temps aussi être au niveau, donc, je vais dire, si vous voulez, au niveau digital, nous allons nous adapter pour ne pas que nous soyons Alors, vous avez des difficultés de rentabilité. Maintenant, vous êtes donc à la recherche de gains. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que ces difficultés-là ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour monter votre portail Internet? Madame, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour avancer. On a attendu, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Et je pense que pour nous, il est extrêmement important que nous puissions essayer donc de regarder l'avenir. Donc, regarder l'avenir, c'est en partant de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place aujourd'hui un portail pour les éditeurs de presse qui va nous permettre en tout cas de régler une partie de nos problèmes et puis ensuite regarder maintenant les autres aspects tels que la distribution, tels que le contenu. Alors, je vous pose une question très directe. Vous avez dit lors du lancement de ce portail-là, vous avez dit que le portail des éditeurs de presse doit sa naissance au FSDP, c'est-à-dire le Fonds de soutien de développement de la presse. Alors, si créer dans ces conditions-là, c'est pour créer déjà le site, hein, pour créer ce portail. Là, vous avez recours au FSDP. Alors, on veut bien comprendre. Est-ce que ce projet-là va aboutir? Est-ce qu'il va aller loin? Puisque vous voulez voler de vos propres ailes, est-ce que vous ne pouvez pas continuer? Est-ce que vous ne pouvez pas vous lever sans un appui? Manquer de moyens à ce point? Je pense que, madame, aujourd'hui, le portail n'est plus au stade de projet. Il est terminé. Oui, il est terminé, mais en même temps, c'est le FSDP qui vous a soutenu financièrement, techniquement et tout cela. Je veux dire, pour monter un tel projet, vous aurez dû, je ne sais pas, vous armer de tous les moyens qu'il faut. Mais c'est le fonds qui vous a soutenu déjà pour débuter le projet. Est-ce que cela augure, je vais dire, quelque chose de bon pour le site? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord, il faut que je vous dise que le Fonds de soutien et développement de la presse, le FSDP, est fait pour les entreprises de presse. C'est un fonds qui est mis à disposition des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour leur permettre donc de pouvoir certainement pallier à un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que pour nous, c'est tout à fait normal que les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui pensent, qui conçoivent et qui préparent donc un projet essaient de trouver donc une structure de l'État de Côte d'Ivoire qui est à mesure donc de nous accompagner et qui accompagne les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour le financement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte, c'est vrai, mais quand même, vous êtes des patrons de presse. Oui, bien sûr. Vous êtes des patrons de presse. Oui. Ce n'est pas les moyens financiers, les moyens techniques qui vous manquent en tant que patron de presse. Écoutez, madame, je m'excuse, mais je pense que ça existe partout, dans tous les secteurs. Je pense que l'État apporte sa contribution. l'État apporte la contribution. Non, je vous arrête tout de suite. L'État apporte sa contribution à plusieurs secteurs donc, de notre pays. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour la presse. Donc, je pense que si on le fait pour la presse, ce n'est pas parce que c'est la presse qu'il ne faut pas lui apporter un soutien. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers donc, le FSDP, a estimé que le projet donc, du portail est un projet extrêmement structurant pour la presse en Côte d'Ivoire, parce qu'à terme, vous n'ignorez pas que la Côte d'Ivoire, le président de la République, en fait, apporte, il y a une aide à la subvention. Et donc, par rapport à cela, je crois que c'est tout ceci qui nous permet, en tout cas, de rendre notre secteur viable, parce que c'est un secteur qui est considéré ou déclaré donc sinistré. Vous avez dit toujours... Donc, nous en avons besoin. Voilà, vous avez dit, au lancement de ce portail, vous avez dit que, j'emprunte vos mots, hein, vous avez dit que pressecote-d'ivoire.ci est un portail doté d'une équipe rédactionnelle autonome et non partisane. Alors, comment se fera donc la gestion au quotidien, concrètement? Vous parlez de l'équipe de rédaction? Écoutez, il y a une équipe qui va suivre l'actualité, qui sera chargée de faire l'actualité, d'écrire les faits, point. Il n'y a pas de commentaires, ils ne font pas d'analyse. Par contre, sur le site, il y a certainement ce qu'on appelle mon édito. Il y a une rubrique qu'on appelle mon édito qui va en tout cas enregistrer chaque jour les différentes... je pense que... Donc, on veut bien comprendre que c'est une équipe, c'est une entreprise qui est créée. Bien sûr, c'est une entreprise qui est créée. Avec les éditeurs de presse. Bien sûr. Alors, vous savez très bien qu'on a entendu beaucoup de bruit dans le milieu. Comment va se faire le partage de gâteaux, puisque c'est un espace de transaction financière, n'est-ce pas? Alors, comment ça va se faire concrètement, vous, patrons de presse?
Madame, je voulais vous rassurer, il faut qu'on fasse confiance quand même aux éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Non, on fait confiance à tout le monde. Je m'excuse, je réponds à votre question. Mais c'est important de poser ce genre de questions pour comprendre. Mais je réponds à votre question. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Nous nous connaissons entre nous. Nous avons créé une société qu'on appelle la CEPSI qui va donc gérer les produits du GEPSI. Et donc, la société, il y a eu des parts qui ont été levées à l'intérieur des sociétés. Chaque éditeur de presse a une part et les parts sont réparties en fonction de choses. Il y a un administrateur qui a été désigné au cours d'une assemblée générale. Les éditeurs de presse sont informés de tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Donc, il n'y a aucune raison que les choses se passent sous la table. Non, 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 je pense que nous sommes très transparents et il n'y a aucune raison que les choses ne se passent. Alors, vous avez dit que vous êtes à la recherche de rentabilité, à la recherche de gains. 200 francs, c'est le prix, c'est cela, sur le portail? Sur le numérique, bien sûr. Voilà. Mais le journal papier, c'est 300 francs. Alors, 100 francs de différence, c'est vraiment très grand. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner là? Il n'y a aucun manque à gagner. Il n'y a aucun manque à gagner. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un opérateur qui existe déjà sur la place qui fait le prix du journal papier à $1, c'est-à-dire 650 francs CFA. Vous comprenez que quand nous, on vient sur un marché concurrentiel que nous mettons certainement le coût à 200 francs, ben écoutez, je pense que c'est un prix extrêmement concurrentiel. Des études ont été menées, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune perte, en tout cas en ce qui nous concerne, donc les éditeurs par rapport à ce projet. Nous allons parler de la distribution maintenant. Alors, vous avez dit que vous quittez Edipresse. Vous l'avez affirmé, oui ou non? Écoutez, je pense que nous avons demandé que nous puissions revoir notre collaboration avec la société qui distribue les journaux en Côte d'Ivoire parce que nous n'étions pas satisfaits de sa prestation. Alors, vous n'êtes pas satisfait de la prestation d'Edipresse. Expliquez-nous comment. Vous n'êtes pas satisfait, c'est-à-dire? Nous ne sommes pas satisfaits parce que depuis plusieurs années, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a un seul opérateur qu'on appelle Edipresse en Côte d'Ivoire qui distribue, qui a le monopole de la distribution des journaux en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2018. Et je pense que les méthodes de travail de cette société n'ont pas beaucoup évolué, n'ont même pas du tout évolué. Et je pense que quand on comprend, quand on recherche les raisons, donc la mévente des journaux, les raisons qu'on avance, le digital, le contenu, mais il y a la mauvaise distribution. Les chiffres même que Edipresse nous communique, nous, patrons de presse de Côte d'Ivoire, nous dit qu'ils distribuent 40, il ne sert que sur 40%, il dessert que sur 40% du territoire national. Ben écoutez, je pense que le cahier des charges d'Edipresse, c'est de distribuer l'ensemble des journaux sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas sur une portion du territoire. Nous ne pouvons pas accepter, nous, opérateurs de choses du secteur des médias, que les choses se fassent comme ça. Parce que nous perdons beaucoup d'argent par rapport à ça. Une dernière question pour terminer, messieurs. Vous avez dit que vous êtes, je reprends toujours votre phrase, hein, vous êtes à la recherche de la rentabilité. Tout à fait. Alors, si rentabilité il y a au terme de toutes ces entreprises, donc du portail Internet, et puis en même temps de la distribution, que gagne le journaliste? Est-ce que la convention collective sera respectée? Écoute, je pense que déjà, il faut saluer les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui font beaucoup d'efforts par rapport à cette convention. Répondez à la question, que gagne le journaliste? Je répondrai à votre question n'importe comment. Je répondrai à votre question. Je pense que tous ces efforts que nous sommes en train de faire au niveau du portail, au niveau d'Edipresse, c'est pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos journalistes. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire et c'est ce que nous allons faire. D'accord. Donc, vous allez améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des journalistes. On a bien entendu. Tout à fait. Au moment opportun, on va faire le bilan ici, à Instant Vérité. Il n'y a aucun souci. Donc, merci. Merci donc, M. Patrice Yao. Merci d'être venu apporter votre contribution à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Mais restez avec Nessie et Marco parce que Matin Bonheur continue. Fouani, mon goût de cœur. Du 5 février au 5 mars 2018, achetez et gagnez de nombreux lots. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter maintenant. Fouani, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait.
Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets, les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Namira et Azizi à Voyage portent à votre connaissance qu'au mois de Rajab et Ramadan 2018-1439 Hégire, elle organise des voyages spirituels à la Mecque et à Jérusalem, suivis d'un séjour à Dubaï après la Umrah Ramadan. Le programme du voyage de Rajab s'établira du 9 avril au 2 mai 2018. Les départs de la Umrah Ramadan sont au coût exceptionnel de 1 900 000 francs CFA, avec en plus la visite de la ville de Dubaï. La possibilité est offerte aux non-nationaux résidant en Côte d'Ivoire d'avoir le visa Umrah. Inscrivez-vous vite en appelant au 21 56 34 49 75 04 02 75 79 03 96 63. Bonjour 2018. Que du bonheur. Ta maman dit tu t'appelles Jean, toi tu dis tu t'appelles Lampadaire de Paris. Eh, bruteur. Que d'humour pour la bonne humeur. Je considère que vous qui êtes ici, c'est un groupe scolaire. Et puis là, c'est EPP. Donc, quand EPP s'en va, voici le chant que les gars chantent. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. En ce moment, le vaurier est devant. Hein. Il y a la crête sur son visage. Faut voir le groupe scolaire maintenant, viens chanter. Jolie, joue là. So. Faut voir EPP. Ah, c'est des duel de chant quoi. Nous l'avons déjà ici. Namruna, oh, Namruna. So, Denisele, Akele Mata, Asila Mata, Asaba Mata. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Il est 7h05 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur en direct et en intégralité sur RTI 1. Vous pouvez retrouver notre émission. Si vous voulez la regarder intégralement pour mieux comprendre, pourquoi pas, vous pouvez regarder l'émission sur notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube de notre émission. Et puis il y a la rediffusion, mais là, ce sera seulement quelques parties de l'émission. C'est juste avant le journal de 15h. Aujourd'hui, lundi, le thème est le suivant, l'alphabétisation vecteur d'autonomisation. Avec beaucoup de plaisir, nous allons recevoir sur le plateau une grande dame de la formation de notre pays. C'est une manière vraiment de lui rendre hommage pour toutes ces générations de femmes-là qu'elle aura formées. Et ce n'est pas évident. Madame Maman Ouattara, directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs. Et puis à ma droite, bien sûr, à votre gauche, un témoin oculaire, quelqu'un de palpable, une apprenante donc, qui est passée par la dextérité, par la pédagogie de Madame Ouattara, qui va nous dire un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé dans sa vie depuis qu'elle sait bien lire, bien écrire, hein, l'alphabétisation, autonomisation. Petite piqûre de rappel avec ce reportage, on y va. Pour moi, l'alphabétisation permet à une personne d'accéder au savoir lire et écrire, donc contribue à la franchir de l'ignorance. À partir de ce moment, je pense que cela peut lui conférer la capacité de lui donner une certaine vision qui l'amène
à trouver en elle-même des modèles de sorte à intégrer sa communauté, à s'épanouir et à bâtir un idéal de vivre. Aider l'homme à avoir du travail et à savoir à lire et écrire. On nous donne confiance en soi. Et savoir lire et écrire nous permet de se déplacer là où on veut, être certain de ce qu'on fait. Partout, il y a des panneaux. Et ces panneaux-là, il y a des écritures. Ces écritures-là, il faut les lire pour pouvoir s'orienter à Abidjan maintenant, partout aussi dans le monde. Donc je dis que lire et écrire, c'est la base, c'est la moindre des choses. Pour savoir s'orienter, pour avoir du boulot, pour savoir ce qu'on fait déjà à Abidjan. Dans une société de plus en plus mondialisée, où les bases de l'alphabétisation et du calcul sont plus que jamais essentielles, bon nombre de personnes ne possèdent toujours pas les connaissances élémentaires vitales pour améliorer leur santé et leurs moyens d'existence, pour aider leurs enfants à l'école, pour jouer un rôle actif dans leur communauté et faire des choix politiques et économiques avisés. Bref, pour s'assurer à eux et à leurs familles un avenir meilleur. Les autres avantages de l'alphabétisation en dehors de l'autonomisation, je pense qu'il y a la réussite sociale, il y a aussi le fait de se rendre utile à la société. Ça va diminuer le taux de délinquance. Le système de micro va diminuer parce que quand on n'est pas instruit, on a une mentalité de violence. Je pense que l'alphabétisation est très importante et tout, déjà pour trouver un travail. L'alphabétisation est la base de tout approfondissement de l'éducation. Ses avantages sont vastes, s'étendent à des sphères profondément personnelles de la vie au domaine politique, sociaux et économiques. Elle améliore l'estime de soi et l'assurance des personnes. Par ailleurs, l'alphabétisation reste un puissant outil d'autonomisation au profit des personnes concernées, mais aussi de leurs familles, leur communauté et des systèmes économiques. Un tel sens d'autonomisation ouvre la voie à la participation civique, à une meilleure connaissance et une protection de la santé et au contrôle des naissances. Il est aussi plus probable que les parents plus instruits scolarisera leurs enfants, en particulier les jeunes filles, et les aideront à faire leurs devoirs. La somme de tous ces facteurs contribueront bien évidemment à l'embellissement de l'environnement socio-économique. Les mesures politiques qui pourraient contribuer à l'intensification de l'alphabétisation résident dans la volonté politique affichée de nos dirigeants de consacrer le droit à l'éducation, qui est un droit fondamental, d'accroître la scolarisation de la jeune fille, qui aujourd'hui est un tabou dans beaucoup de régions de notre pays en raison de certaines considérations culturelles et religieuses. L'État devrait faire plus d'écoles et le coût de l'enseignement doit être réduit pour permettre à nos familles de pouvoir contribuer à l'enseignement de leurs enfants jusqu'à long terme en fait. L'alphabétisation est un élément décisif du processus de changement des personnes peu ou pas alphabétisées, conduisant cette couche de la population à l'autonomisation. Permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir une qualification afin de s'insérer dans le tissu professionnel encouragerait la réduction du taux de chômage. De partant, favoriserait l'essor de l'économie. Ainsi, intensifier les mesures favorisant l'alphabétisation, promouvoir davantage de campagnes de sensibilisation, créer un éveil de conscience de toutes les couches de la population quant à la favorisation de l'alphabétisation sont entre autres des mesures qui aideront à rendre notre monde meilleur. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur et sans transition aucune, nous allons démarrer notre échange avec nos invités. On va démarrer avec vous, Madame Maman Ouattara. Bonjour. Bonjour, très bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Vous êtes chez vous? Madame Doué, bonjour. Bonjour, ma fille. Allez, vous êtes directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Madame Maman Ouattara. Oui. On va démarrer avec, on va dire, un éclairci entre un établissement scolaire qu'on connaît et un centre d'alphabétisation. Quelle est la différence? Bien, merci Tracy. Mais avant tout propos, permettez quand même que je dise merci à la RTI au nom de Madame le ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est vrai, je suis responsable de la direction de l'alphabétisation, direction rattachée au ministère. Et vous avez posé une question bien claire. La différence entre un centre d'alphabétisation et une école classique, une école maternelle, une école formelle. Vous avez bien entendu, on a dit direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est le pan non formel qui est l'alphabétisation. Le côté formel, c'est l'école primaire publique que nous connaissons. Comment nous procédons? Nous avons des acteurs privés qui sont les promoteurs de centres. Ici, nous avons Mme Kwadjo qui est dans la salle. Nous avons également l'État de Côte d'Ivoire qui, dans son rôle régalien,
a besoin que tous ses fils et toutes ses filles sachent au moins lire et écrire pour se sortir d'affaires. Et pour ce faire, nous entreprenons des campagnes de sensibilisation, d'information. Nous allons vers les populations, les communautés. C'est l'approche communautaire que nous menons. Vers les communautés, les chefs de communauté, les chefs villageois, les guides religieux, les autorités administratives et politiques, tous ceux-là sont impliqués, même les cadres locaux sont impliqués dans notre sensibilisation pour l'information. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est une question de compréhension du bien fondé de l'alphabétisation. L'analphabète ne sait même pas que c'est un handicap pour lui. C'est nous qui pensons que s'il est alphabétisé, ça fera un plus pour lui dans sa vie de tous les jours. Alors nous allons sensibiliser d'abord sur les méfaits de l'analphabétisme. Pourquoi être analphabète, c'est grave? On dépend des autres. On est limité. On ne connaît pas ses droits. On est dans une salle comme si on avait tout fermé, tout était noir, même les fenêtres, tout s'abouchait dans le noir. Et là, c'est différent de l'école formelle. L'école formelle, on y va à un certain âge. 6 ans, 7 ans, 8 ans, on inscrit les enfants au CPN. Mais avec nous, c'est des enfants qui ont dépassé l'âge scolaire. Donc nous prenons 10 ans, 15 ans, 20, au-delà, on va dire 20 ans et plus pour l'alphabétisation. Mais en tout cas, 15 ans et plus pour l'alphabétisation. Alors, donc, Madame Ouattara, pour vous, quand une personne, quel que soit le sexe, homme ou femme, n'a pas de notion d'alphabétisation, cette personne, si on comprend ce que vous dites, est en danger. On va voir un peu avec notre cas, on va dire ça comme ça, en guillemets, sur le plateau. Elle s'appelle Jacqueline Doué. C'est une dame sympathique, super sympathique à la ville comme en privé. Elle est le fruit vraiment de la dextérité, de votre pédagogie. C'est comme ça qu'on dit, ou andragogie. L'andragogie. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais elle a dit tout à l'heure que quand vous n'avez pas de notion, quand vous ne savez pas bien lire, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vécu ça concrètement? Vous savez, c'est la vérité. Madame a dit, notre responsable, qui nous soutient partout, qui se déplace, qui vient en bobo. Je lui dis merci. Le problème, c'est de la vérité. Ce qu'elle a dit, c'est réel. Parce que quand on ne sait pas lire et écrire, c'est compliqué. On peut jeter ou déchirer un papier qui est important. Parce que tu ne sais pas lire. Mais aussi, tu vas à l'hôpital, ton enfant, on lui donne un médicament. C'est que les docteurs ont prescrit. C'est tel lait, tu ne peux pas. Tu vas appeler quelqu'un pour venir dire, viens lire ça pour me donner. C'est très difficile. Donc, voilà pourquoi l'alphabétisation est très importante. Et c'est ce que nous faisons. Puisque dans mon groupe, il y a plein de personnes qui ne savent pas lire et écrire. C'est dangereux pour les commerçants, pour les artisans, les couturiers que nous sommes. Quand quelqu'un nous donne avance, il faut écrire avance. Et reste, tout ça là, on sait écrire. Mais quand la personne vient, que la personne veut nier, en disant que j'ai tout payé, mais tu vas prendre ton cahier pour montrer, nous avons des cahiers. Et on montre aux clients. Ceux qui veulent refuser de payer notre argent, qui veulent nier, ça peut envoyer des histoires. Avant qu'elle vous forme, vous n'avez aucune notion, c'est-à-dire que vous ne savez ni lire ni écrire. Oui, j'ai fait seulement le foyer, mais je ne suis pas arrivé loin. Mais maintenant, là, je sais bien écrire. Si je prends le temps pour écrire, c'est très bien même. Oui, la preuve, je vous ai demandé, et Nessie, moi, on vous a demandé d'écrire votre nom. Et vous avez bien écrit, malgré le stress qui faisait que vous trempiez un peu, vous avez écrit votre nom, Madame Doué Jacqueline. Il n'y a pas faute dedans. Il n'y a pas Madame Ouattara, tout est dit. Hein. Donc, c'est une pédagogie bien choisie et ciblée qui amène ces personnes assez particulières, on va dire ça comme ça, de savoir lire et écrire et entrer dans le tissu de l'éducation, peut-être formelle un jour, pourquoi pas. Oui, Marcelin, c'est extraordinaire. En 4 mois d'assiduité, de fréquentation assidue, j'allais dire, ces personnes qui auparavant ne savaient ni lire ni écrire sont à même de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de concevoir d'abord une phrase simple, de l'écrire, de la lire, de lire la phrase et d'être autonome. L'autonomie ici, c'est pouvoir agir sans recours de quelqu'un, alors nous pouvons aisément dire que l'alphabétisation rend autonome. D'accord, on va y revenir, mais avant, on va parler de la technique utilisée. C'est la pédagogie ou l'andragogie? Et quelle est la différence? Bien, merci Tracy. La pédagogie, c'est... C'est Nessie, hein. Tracy, c'est la chanteuse Tracy Chapman. Non, mais c'est joli, Tracy. Nessie, toutes mes excuses. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je disais tantôt que la pédagogie concerne les écoles primaires publiques, le formel.
L'andragogie, c'est l'art d'enseigner, d'inculquer des compétences aux personnes d'un certain âge, aux adultes. Il ne faut pas prendre l'adulte comme un enfant, l'infantiliser, non. C'est pour cela qu'ils ont des manuels autres que les manuels du Fort Bell. D'accord. Et l'andragogie, c'est avec les quatre éléments de notre milieu, le grain de maïs, le citron, la calebasse, le pilon. Ce sont les 4 éléments que nous utilisons pour former les 26 lettres de l'alphabet et tous les chiffres inimaginables. Pourquoi ces éléments-là particulièrement? Ces éléments, puisque ces éléments, de façon pratique, on les utilise tous les jours au quotidien, ça c'est un. De deux, les différentes positions sont plus aisées. Un pilon couché, un pilon debout, un pilon penché. C'est facile de le mettre en œuvre. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Oui, et surtout, ça, il faut le préciser. L'alphabétisation, c'est dans toutes les langues. Mais seulement, à quoi sommes-nous confrontés ici en Côte d'Ivoire? Avant de commencer un projet ou un programme, nous allons vers les communautés, vers les populations. Nous leur disons qu'on vient vous alphabétiser, vous apprendre à lire, à écrire. Mais dans quelle langue souhaitez-vous que cela se fasse? Ces populations vous diront toujours en français. On dit non, on peut le faire en baoulé, en djoula, en sénoufo et tout ça. On dit non, si je suis à Korogo ici, que je parle déjà sénoufo, quand je me déplace pour aller à l'ouest chez les BT, il faut que je puisse communiquer. Mais si je le fais en sénoufo, comment est-ce que je pourrais communiquer avec mes parents ou bien avec mes amis de l'ouest? C'est pour cela que nous sommes de plus en plus amenés à faire l'alphabétisation en français. Sinon, on peut le commencer en langue et puis quelques mois après passer au français. Au contraire, c'est plus rapide d'ailleurs. Mais en langue, est-ce que ça sert? Parce que tout est écrit en français, apprendre en baoulé ou en dioula. Mais c'est plus rapide. Parce que déjà, on parle cette langue-là, on la maîtrise, il n'y a que l'écriture. Or, le français, il y a 2 handicaps. Il faut pouvoir écrire et il faut comprendre d'abord. Et ça fait 2 handicaps. Mais on se dit quand même que si on commence par la langue, mais les populations ne sont pas prêtes pour commencer par la langue. Elles veulent parler le français, elles veulent se déplacer. Mouvement de population oblige. Donc, il faut qu'on puisse les enseigner en français, s'il vous plaît. Madame Doué, quand vous étiez en classe, comment c'était quand ça a commencé au début? Vous aviez peur? Vous vous êtes dit, mais vraiment, à mon âge là, est-ce que ça là, je vais comprendre? C'était comment? Comment vous vous sentiez? En tout cas, je n'ai pas eu peur. Vraiment, j'ai besoin de ça. Donc, je n'ai pas eu peur en tout cas, parce que j'ai la joie dans mon cœur. Ça m'a apporté la joie. Et quand on vous forme là, on vous forme comment? Quand la formation, la formatrice vient, qu'elle fait ça comment? Elle commence par où? Au niveau 1. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. On ne dit pas CP1, CPD. Donc, d'abord, quand tu es au niveau 1, c'est par pilon. Par pilon debout. Pilon debout, on peut former L. Et pilon couché, avec pilon debout, on peut former T. Vous voyez, avec les calebasses, avec pilon debout, et calebasse ouverte à gauche, deux calebasses, ça fait B. C'est B là, on dit bon. T là, c'est to. L, c'est là. C'est comme ça, niveau 1. Donc, niveau 1 à son livre. Il y a des pilons couchés, pilons debout, citron. C'est comme ça on commence au niveau 1. Mais c'est au niveau 2 maintenant. Et puis, en fait, on laisse les pilons. Donc, c'est comme ça. Et que ça a fait, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup parce que la présidente des couturiers que je suis, en tout cas, il y a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Aujourd'hui, à Boboga, j'ai dit un jour, dans la journée d'alphabétisation, qu'il n'y a plus d'analphabète à Bobo parce qu'il y a un centre dans le marché. Je ne peux pas, quand je vais parler du on va dire c'est politique. C'est grâce à lui que nous avons local dans le marché. Et le groupe a évolué. On est devenus nombreux même, parce qu'il y a des hommes dedans. Il y a des hommes qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Ils n'ont pas honte. Et ils s'en vont dans les classes du marché là. Ils n'ont pas eu peur de la moquerie. Les gens se moquent des gens quand tu étudies. Donc c'est ce que nous faisons et ça a évolué. Il y a une mot qui n'a jamais fréquenté. Et j'ai dit, viens fréquenter. Elle dit, maman, avec Yadoise. J'ai dit, Yadoise, là, on écrit dessus, viens. Mais à 4 ans, on l'a enseigné à 4 ans. On a pris ces papiers, ces dossiers, on a déposé. Et la UCP. Wow. Mais quand elle a UCP, on a dansé dans le marché. Oui. On a défilé dans le marché. Grâce à l'alphabétisation. Madame Doué, à vous entendre parler, on a l'impression que vous pourriez donner des cours. Je donne cours. Ah. Je donne cours. Ceux qui sont au niveau 1, je les donne cours. Et des fois, quand il y a des mots qu'elles ne savent pas prononcer, je les aide. Et il y a des lettres aussi qu'elles ne peuvent pas former, je les aide.
C'est comme ça qu'il est fait. Madame Ouattara, toute pédagogie ou andragogie est basée avant tout sur la psychologie aussi. Il y a beaucoup d'humilité dedans, de la part des apprenants, parce qu'il faut avoir vraiment une bonne dose d'humilité pour accepter de venir apprendre à un certain âge. Ça, et puis il y a le regard des autres. Comme le dit Jean-Paul Sartre, les regards sartriens. Il y a elle, par exemple, son mari, M. Doué, il est dans ce studio, il est comptable de formation, c'est-à-dire c'est un homme vraiment à l'achevé de ce qui est connaissance, et il a soutenu sa femme. Et c'est ce que vous demandez également, notamment parce que la femme, dans ce secteur-là, est la plus touchée dans l'analphabétisme, dans l'analphabétisation dans nos pays en voie de développement. Oui. Effectivement, Monsieur Marcelin, les femmes c'est la proportion la plus élevée pour les analphabètes. Nous avons 43,10% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire en Côte d'Ivoire. Et sur les 43,10%, nous avons plus de 63% de femmes qui sont concernées. Et le handicap que nous avons par endroit, c'est qu'il y a des hommes qui s'opposent à ce que les femmes aillent apprendre à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que les séances d'alphabétisation ont lieu 3 fois par semaine et chaque séance dure 2 heures. Et généralement, nous utilisons les salles de classe des écoles formelles. Donc, c'est le soir ou le mercredi après-midi où il n'y a pas cours que nous prenons ces apprenants-là pour l'apprentissage. Mais il y a des maris qui ne veulent pas qu'à une certaine heure, les épouses aillent apprendre à lire, à écrire, ça c'est un. Ou bien ne sont même pas d'accord pour le principe parce que quand elle saura lire et écrire, est-ce que... Donc, l'un dans l'autre, quand nous allons sensibiliser, nous le faisons également pour ces hommes-là. On leur dit qu'ils ont également intérêt à venir s'inscrire pour apprendre à lire et à écrire. Il faut briser le mur de la honte, il faut enlever en soi le complexe pour venir apprendre à lire et à écrire. On apprend à tout âge on apprend. Et est-ce qu'il y a une formation particulière pour ceux qui donnent des cours? Ah si, les animateurs, nous appelons les animateurs. Nous les recrutons dans le milieu pour ne pas... C'est un nombre de combien en ce moment? Nous avons près de 2000 apprenants animateurs, mais pour l'État de Côte d'Ivoire, nous avons formé 700 animateurs l'année dernière. Nous en formerons 400 les jours qui viennent là pour le nouveau projet de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État seul, comme je l'ai dit, les promoteurs nous y aident, mais l'État ici fait l'effort d'accompagner un peu ces promoteurs-là par des projets. Donc, Madame Nancy, c'est ça? Nancy, voilà, demandait tout à l'heure, les animateurs, oui, nous les prenons avec un profil. Il faut quand même avoir le niveau seconde, niveau troisième, niveau première. À ceux-là, nous donnons une formation de 10 jours ouvrables, c'est-à-dire en 2 semaines, 5 jours ouvrables, ça fait 10 jours francs. Et nous les formons à l'andragogie, la prise en charge d'un adulte pour son apprentissage, et puis comment inculquer le savoir à l'adulte. Et hormis le fait de savoir lire et écrire, nous échangeons également sur les thèmes éducatifs. Parce que l'adulte, ce n'est pas comme l'enfant qui va venir faire histoire, géographie, observation. Non. Il faut permettre à l'adulte de parler, de converser avec l'animateur. Et c'est à travers les thèmes éducatifs que la conversation a lieu, les échanges ont lieu. Est-ce qu'à son arrivée, elle pouvait parler comme ça, comme elle parle sur le plateau? Est-ce que vous imaginiez, quand vous la formiez au début, qu'elle pouvait s'exprimer sur un plateau de télévision en direct? Oui, mais Mme Doué, c'était un cas, elle a félicité. Mais surtout M. Doué qui a félicité. Elle a eu le soutien de son époux qui l'a accompagné dans cette quête du savoir. Et merci à M. Doué ici présent. Alors, votre époux, vous m'avez dit tout à l'heure, des fois, on riait, c'est un comptable, tout ce qui a comme côté vraiment cartésien, instruit. Et comment il vous a aidé? Vous avez des histoires? Est-ce que vous a soutenu? Est-ce qu'après vous repreniez les cours avec lui à la maison? Est-ce que ça a été un avantage? Expliquez-nous tout. Le problème, je vous dis que mon mari, tellement qu'il m'aime, il me soutient toujours. Il me soutient parce que quand nous sommes ensemble, un couple, vrai couple, bon couple, là, il faut se soutenir. Ce que l'autre ne connaît pas, il faut montrer. S'il ne m'a pas soutenu. Aujourd'hui, il y a des lettres, quand c'est petit, il ne peut pas lire. Il dit, maman, il faut voir. Et puis moi, je vois de près, mais c'est de loin que je ne vois pas. Je l'aide. Donc, il m'a trop aidé. Et il me soutient. Donc, c'est ce qui se passe dans notre foyer, quoi. C'est comme vraiment un papa, il m'appelle papa, il m'appelle maman, je l'appelle papa Doué. C'est comme ça. Parce que notre foyer, c'est un foyer vraiment pas comme les autres foyers. Donc, c'est ça. Aussi. Il est magnifique dans son costume. Mais lui, là, il s'habille, hein. Quand il va s'habiller, c'est moi qui ai choisi son habit. Mais normal, vous êtes couturier. Oui, j'ai choisi. Et il brille. Madame Ouattara, tout ça c'est bien beau, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ça a une influence indubitable sur l'économie.
plus il y a des personnes vraiment qui savent lire et écrire, donc autonomes, et ça donne vraiment quelque chose, un beau coup de fouet à l'économie de notre pays, non? Je ne vous le fais pas dire, tout à l'heure dans l'élément qui est passé, les intervenants, il y en a qui ont ébauché cela. Quelqu'un qui sait lire et écrire fait mieux le suivi médical de ses enfants. Donc la prévention pour certaines maladies, les vaccins, tout ça, c'est suivi. Pour quelqu'un qui sait lire et écrire, fait un suivi scolaire de son enfant. C'est-à-dire le préscolaire, les petites classes du primaire, il peut faire le suivi. L'enfant ne pourra plus venir dire « j'ai eu 8 » alors qu'en lieu et place, c'est 2 € qui sont collés là. Non. Les parents sauront que tu n'as pas bien travaillé pour remonter un peu les bretelles et puis voir comment aider cet enfant. Ça économise des répétiteurs. Ça économise les répétiteurs, ça c'est un. Mais également, ça évite les redoublements. Parce que l'enfant qui redouble, c'est encore des frais qu'on engage pour la même classe. Et ça évite les redoublements. Et voilà, que quand quelqu'un sait lire et écrire, qu'il a un métier, qu'il exerce son métier, comme elle l'a dit, elle est couturière, si tu ne peux même pas prendre les mesures de tes clients, tu ne peux même pas écrire l'avance qu'on t'a versée, demain tu réponds de quoi devant ces clients-là? C'est difficile. En tout cas, Mme Doué s'exprime mieux que certaines personnes qui sont là à l'école, soit dit en passant. Ah, ok, merci M. Marcel. C'est comme ça que vous êtes? Oui, je parle bien. Hein. Ce n'est pas ma première fois d'être devant l'écran. Hein. Ah bon? Télévision, on se déplace pour venir à Bobo. Dans ma maison, la télévision est rentrée. C'est comme ça. Donc, à fait de parler devant la télévision, ça ne me dit rien. C'est une habitude que Dieu m'a donnée. Madame Doué, vous allez faire la conclusion de notre émission. Vous voyez le monsieur qui est assis là-bas? Oui. La caméra, vous regardez la caméra et puis vous allez dire au revoir aux gens. Mesdames et messieurs, on a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain matin, bonne heure. J'ai compris, je ne vais pas quitter ici même. Tellement que ici me plaît. Bon, avant de terminer, je voulais vous dire, vous savez, il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école, qui vont au marché à les mains. Je les mets à l'école, dans mon centre. Et comme je suis couturière, la présidente, ces enfants-là aussi, on les forme. Elles font la couture et c'est gratuit. Quand elles vont grandir, elles vont savoir lire, écrire et calculer. Et puis, elles vont connaître la couture. Donc, c'est du social que nous faisons. Je fais du social avec mes couturières. Parce que Dieu a dit, celui qui donne, les mains qui donnent sera béni. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes bénis. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et que, vraiment, j'ai dit que je ne vais pas quitter ici. Mais, j'ai fait appel que les femmes, les hommes qui ont honte. Parce que quand une personne s'en va apprendre, on dit, toi, tu veux quoi? Tu veux avoir CP? Tu vas faire quoi à CP? CP là, c'est important. Moi-même, je vais tout faire pour avoir mon CP. Quand je vais avoir 70 ans, je vais avoir mon CP. Donc, c'est important. Donc, j'ai dit que je remercie d'abord la télévision qui porte de bonheur, parce que la télévision fait la publicité. Et en nous voyant à la télé, on dit, eh voilà, la promotrice qui est en train de parler, demain, je m'en vais à l'école. C'est ce qui a fait maintenant, j'ai eu 260 élèves. Donc, vraiment, je dis merci à la télévision et que Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis merci à mon enfant, que quand il a commencé, je le connais, je le regardais, il n'était pas gros comme ça, il a grossi. C'est la nourriture de la TI. Mais je t'ai dit, mais il n'y a rien de mal, hein. Moi je vais venir rester ici. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nessie, c'est la fin de cette émission. Oui, c'est la fin. Oui, très, très ému. Et il y a un proverbe sénégalais qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Et on le voit. Hein. Donc, à travers l'alphabétisation, c'est sûr qu'on aura des femmes autonomes et éduquées. Restez sur RTI 1. À demain. Merci, Madame Ouattara. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Allez, bonne journée, matin, bonheur. Toujours avec du bonheur, du sourire. À demain.